le mode d'emploi qui ont été donnés au réseau par le... Déjà vu, chaîne suivante, allez hop. Oh, il faut que je me sauve, les enfants. J'ai un rendez-vous. Avec une oursane? Non, avec ta mère. Ah bah dis donc, les contenus pour enfants c'est violent aujourd'hui. Allez, chaîne suivante. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo c'est Avalanche, une crypto-monnaie qui a récemment fait parler d'elle avec un prix qui est parti dans la stratosphère, qui indique pouvoir faire 4500 transactions par seconde, qui est très décentralisé, qui permet de déployer des contrats intelligents faits pour Ethereum et qui reste pourtant relativement méconnu du public. Je vais donc vous en parler un petit peu. Et accrochez-vous bien parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, Avalanche c'est un réseau composé de 3 parties, 3 chaînes indépendantes mais interconnectées qui offrent chacune des fonctionnalités différentes. La X-Chain, ou Exchange Chain, une chaîne d'échange, qui fonctionne avec le consensus Avalanche et qui permet de créer et d'échanger des actifs financiers, donc pas seulement des pièces Avalanche, mais aussi des jetons. Puis il y a la Seedchain, la chaîne des contrats, qui fonctionne avec le consensus Snowman et qui offre les mêmes possibilités qu'Ethereum. Et enfin, la P-Chain, la chaîne des plateformes, également basée sur le consensus Snowman, qui permet à ses utilisateurs de créer ce qu'on appelle des subnets. Certains d'entre vous l'auront peut-être deviné, ces subnets sont des sous-réseaux, comparables à des parachains Polkadot ou des chaînes faisant partie de l'écosystème Cosmos. Avalanche, c'est aussi un réseau très fortement décentralisé. On peut y participer avec un ordinateur accessible aux consommateurs, contrairement à des chaînes comme Solana qui ont des exigences très élevées en termes de matériel. Pour Avalanche, voilà le minimum recommandé pour un nœud réseau. Un processeur à 8 cœurs et plus de 2 GHz, 16 Go de RAM, 200 Go de stockage, Ubuntu ou Mac OS X, et une connexion d'au moins 30 mégas par seconde. On n'est pas exactement sur du Raspberry Pi, mais ça reste abordable. Si vous voulez l'acheter dans le commerce, c'est possible pour moins de 1000 €, pour faire une installation maison. Au niveau matériel, c'est donc quelque chose de plus facilement accessible que d'autres réseaux, bien que ça demande quand même un ordinateur relativement moderne. La vraie objection qu'on peut légitimement émettre quand on parle de la décentralisation d'Avalanche, c'est que le minimum de pièces Avalanche requis pour devenir validateur est actuellement de 2000 AVAX, soit un peu plus de 120 000 $. C'est tout de suite moins accessible pour nous autres mortels. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, les AVAX étaient vendus entre 50 et 85 centimes l'unité avant l'arrivée du mainnet, ce qui fait qu'un certain nombre de particuliers ont quand même pu obtenir de quoi faire un nœud de validation. Et il ne faut pas oublier le testnet d'Enali de 2020, dont les participants ont gratuitement reçu 2000 AVAX chacun, ce qui a également contribué à créer un écosystème plus décentralisé. Grâce à tout ça, les validateurs d'Avalanche ne sont pas forcément des fonds de capital risque qui ont investi des centaines de millions dans le projet. Il y a beaucoup de validateurs qui sont des gens comme vous et moi. C'est d'ailleurs grâce à toutes ces opportunités que le journal du coin a son propre nœud de validation Avalanche, dont l'adresse se trouve dans la description de la vidéo. Le réseau Avalanche peut donc se targuer aujourd'hui d'avoir plus de 1000 validateurs actifs. À côté, Ethereum en a seulement 3 fois plus avec environ 3000 nœuds recensés par Etherscan. Pour un réseau aussi jeune qu'Avalanche, qui a un peu plus d'1 an, c'est quand même une belle performance. Et il faut le savoir aussi, le montant de 2000 AVAX requis pourra tout à fait être modifié si cela devient vraiment trop inaccessible. Cette modification, si elle est effectuée un jour, devrait être effectuée par le biais du système de gouvernance d'Avalanche qui sera mis en place très prochainement. Et puis il faut savoir que vous n'avez pas besoin d'un nœud pour participer à la validation de blocs sur Avalanche. Il y a aussi la possibilité de déléguer le pouvoir de vote associé à vos AVAX en faveur de quelqu'un qui est propriétaire d'un nœud de validation. Donc si vous souhaitez aider le journal du coin à participer à la création de blocs sur Avalanche, c'est tout à fait possible. Il suffit d'effectuer une délégation de pouvoir en faveur de notre nœud de validation dont l'adresse figure dans la description de la vidéo. Ensuite, en termes d'accessibilité et de coût de transaction, la X-Chain d'Avalanche a des frais de 0,01 AVAX en ce moment, soit 6 centimes par transaction, et la Seedchain offre généralement des coûts de transaction de quelques centimes au maximum, comme par exemple environ 26 centimes pour un échange sur une plateforme décentralisée. Comparé aux frais d'Ethereum qui s'élèvent régulièrement à plus de 50 $ pour un simple échange de jetons, c'est le jour et la nuit. Et c'est même mieux que la Binance Smart Chain. Comme vous le voyez à l'écran, un échange sur PancakeSwap me coûterait 0,000813 BNB en frais, soit plus de 40 centimes au prix actuel. Et en ce qui concerne la rapidité de confirmation des transactions, Avalanche n'a rien à leur envier non plus. Sur la chaîne X, les transactions sont confirmées en moins d'1 seconde, tandis que sur la chaîne C, le temps de bloc moyen est de 2,2 secondes selon l'explorateur de blocs officiel.
Et sachez par ailleurs que 2,2 secondes, c'est loin d'être le maximum que la chaîne peut faire, parce qu'Avalanche a la possibilité d'accélérer si jamais il y a vraiment beaucoup de trafic. C'est ce que vous pourrez constater sur ce fil Twitter que je vous montre à l'écran, sur lequel on voit des captures d'écran qui ont été prises donc en septembre 2021, il y a quelques semaines seulement, sur lesquelles on avait un temps moyen de bloc à 222 millisecondes. 0,2 secondes, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est rapide. Quant à la facilité d'utilisation d'Avalanche, elle est bien présente en ce qui concerne la sidechain. En fait, cette dernière a un peu les mêmes avantages que Moonbeam que j'ai présenté dans ma vidéo précédente. D'abord, il y a une grande quantité d'outils classiques comme MetaMask qui sont utilisables avec la sidechain d'Avalanche. Ensuite, il existe un pont permettant de faire passer directement des actifs entre Ethereum et Avalanche sans avoir à passer par une plateforme d'échange centralisée. C'est pour l'instant probablement le moins cher de tous les ponts que j'ai pu tester. Il est rapide et on peut voir exactement où en est la transaction jusqu'à ce qu'elle arrive à destination. Vous pouvez aller voir aux adresses suivantes, soit aeb.xyz, soit bridge.avax.network. On clique sur connecter le portefeuille et on sélectionne l'actif qu'on veut transférer. Si c'est de l'Ethereum pur, on doit d'abord le transformer en Ethereum emballé, puis on l'envoie sur le pont. Ensuite, il n'y a plus qu'à regarder les confirmations de transactions s'accumuler, et lorsqu'elles sont à 35 sur 35, le pont valide le transfert et vous envoie le même jeton, mais sur la sidechain d'Avalanche. Je ne vais pas vous faire des démonstrations en direct parce que les frais d'Ethereum sont assez élevés en ce moment, avec un gas à 150 gwei, mais il y a quelques semaines j'avais fait un transfert alors que le gas Ethereum coûtait moins cher et le transfert d'Ethereum vers Avalanche m'avait coûté en tout et pour tout environ 20 $. Au niveau des actifs qui figurent sur ce pont, sachez que vous n'aurez pas de problème même si vous êtes une méga baleine pour envoyer l'intégralité de vos actifs sur Avalanche, parce qu'il y a à peu près 5 milliards de dollars actuellement dessus. Enfin, en ce qui concerne les utilisateurs d'autres chaînes en dehors d'Ethereum, rassurez-vous, le pont Avalanche sera bientôt compatible avec d'autres systèmes, donc peut-être que pour les utilisateurs de Phantom, Solana, etc., on aura bientôt des ponts qui permettront d'aller directement sur Avalanche également. Et pour en revenir sur les avantages de la sidechain, c'est bien évidemment une chaîne qui est compatible EVM sur laquelle on peut déployer des contrats écrits pour Ethereum sans compliquer les choses. En fait, pour tout dire, c'est un fork de Go Ethereum, ou Get pour les intimes, qui a simplement vu les éléments liés au consensus et à la structure du réseau remplacés par des éléments développés pour Avalanche. Du côté de la chaîne X, pour l'instant, par contre, c'est un peu plus compliqué. À part le portefeuille officiel Avalanche, il y en a très peu qui permettent de s'en servir, mais de toute façon, ça n'est pas une chaîne très fréquentée à l'heure actuelle. La vaste majorité du trafic sur Avalanche est effectué sur la chaîne C, parce que la chaîne X n'est pas conçue pour des contrats intelligents aussi polyvalents que ceux trouvés sur Ethereum et la sidechain. La chaîne X, c'est vraiment celle qui a été créée exclusivement pour accomplir l'objectif numéro 1 des créateurs d'Avalanche, l'échange d'actifs financiers. Rien de plus, rien de moins. Comme c'est expliqué dans la vidéo de présentation d'Avalanche, malheureusement en anglais, il y a plus de 800 billions de dollars qui attendent d'être échangés mais sont illiquides. Je précise juste ces 800 billions et pas trillions en français parce qu'on utilise l'échelle longue et que les Américains utilisent l'échelle courte. Trillion en anglais et billion en français, c'est pareil, ça veut dire 10 puissance 12. Et si ça vous pose problème, allez vous plaindre auprès des mathématiciens français du XVIIe siècle qui ont inventé l'échelle courte alors que l'échelle longue marchait très bien. Bref, revenons-en à nos moutons et à leur pâturage recouvert de neige. L'idée de départ d'Avalanche, ça n'était pas de libérer le monde des banques ou je ne sais quoi, ça n'est pas le Bitcoin. Avalanche, c'était quelque chose qui a été créé pour utiliser les nouvelles technologies de sorte à ce qu'il soit possible de rendre liquides des marchés financiers qui étaient jusqu'alors illiquides. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que d'autres idées, d'autres objectifs ne peuvent pas venir se greffer à Avalanche. Après tout, Avalanche fait aujourd'hui beaucoup plus que ça. On en a la preuve avec la chaîne C, mais aussi avec la chaîne P et la possibilité d'y créer des sous-réseaux dont on parlera un petit peu plus tard. Étant donné la différence de fréquentation entre la chaîne C et la chaîne X, on pourrait se demander si cet objectif de fluidifier les marchés financiers est encore d'actualité. Et la réponse est oui, bien sûr. Si la chaîne C est aujourd'hui beaucoup plus fréquentée, c'est parce que toute l'infrastructure construite sur Ethereum, l'expérience et les connaissances des développeurs Ethereum, tout ça est réutilisable sur la chaîne C, mais pas sur la chaîne X. Pour cette dernière, il faut créer de nouveaux outils, apprendre de nouvelles choses, trouver des gens pour travailler dessus. Et tout comme Rome, la chaîne X ne se fera pas en un jour. Mais heureusement, nous sommes en passe de voir cette chaîne enfin décoller. Après un an de travail, de nombreux partenaires sont désormais presque prêts à offrir de nouveaux services faisant usage de la chaîne X et de son protocole de consensus révolutionnaire. Calao, par exemple, offrira bientôt une plateforme d'échange de NFT qui fonctionne sur la chaîne X en plus de la chaîne C. Sur la chaîne X, c'est le protocole Avalanche, et sur la chaîne C et la chaîne P, c'est le protocole Snowman, ou bonhomme de neige en français. Donc quelle est la différence entre Avalanche et Snowman ? En fait, la vraie différence, c'est la manière d'organiser les blocs. Snowman est structuré comme une blockchain, les blocs sont ordonnés en ligne droite l'un après l'autre.
tandis que pour Avalanche, la structure est celle d'un DAG, c'est-à-dire d'un graphe orienté acyclique, à l'instar de Nano et Iota par exemple. Tout est désordonné, mais il y a des liens entre les blocs de sorte à ce que ça soit quand même compréhensible. Du reste, Avalanche et Snowman, c'est presque la même chose, et les éléments les plus importants, les innovations techniques les plus importantes sont utilisées dans l'un comme dans l'autre, donc je vais expliquer ça rapidement. Mais avant de commencer, je vais juste faire un petit rappel sur le Bitcoin et la majorité des crypto-monnaies modernes. Elles utilisent ce qu'on appelle le consensus Nakamoto, en conjonction avec différents types de preuves, preuves de travail, preuves d'enjeu, etc. Et le consensus Nakamoto, si on veut résumer ça en une phrase, c'est une succession de gens qui gagnent au loto et qui ont le droit d'écrire quelque chose dans le registre quand ils ont gagné. C'était quelque chose de révolutionnaire en 2009 et ça l'est encore un petit peu aujourd'hui, mais ça n'a pas que des avantages. C'est lent, énergivore, ça ne permet pas de faire passer beaucoup de transactions en même temps, etc. Et puis en 2018 est apparue une équipe de scientifiques qui se fait appeler la Team Rocket, comme dans Pokémon, mis à part qu'ils ont probablement pas de chat qui parle. Cette équipe a publié un papier pour montrer leur nouvelle idée d'un protocole de consensus révolutionnaire qui se trouve être le consensus Avalanche. En ce qui concerne leur identité, à ce jour, on ne sait toujours pas qui ils sont, comme Satoshi Nakamoto, même si certains suspectent fortement qu'Emin Gun Sirer, le PDG d'Avalabs, fait partie de la Team Rocket. Que ce soit le cas ou pas, il n'en reste pas moins que ce nouveau protocole de consensus a des propriétés très intéressantes, pour ne pas dire incroyables. En gros, voilà comment il fonctionne. Imaginons que vous êtes dans une salle de conférence et qu'il y a quelqu'un sur scène qui montre une robe. Certains la voient bleue et noire et d'autres la voient blanche et dorée. La salle est divisée sur la question, quelle est la couleur de la robe? Mais il faut que tout le monde se mette d'accord rapidement. Les gens qui voient la robe en bleu, sur l'image, sont représentés par les carrés bleus, et les gens qui pensent que la robe est dorée sont représentés par les carrés orange. Très rapidement, chaque personne va demander à une poignée d'autres au hasard dans la salle s'ils sont plutôt d'accord pour dire que la robe est bleue ou dorée. S'il y a une majorité de réponses d'accord avec eux, ils continuent de croire la même chose, et si les gens qui leur ont parlé ne sont pas d'accord, ils changent d'avis. Et avec ce mécanisme très simple, répété plusieurs fois d'affilée, on arrive très rapidement à un résultat cohérent sur l'ensemble de la salle, sans obliger chaque participant à envoyer 10 000 messages. Vous le voyez à l'écran, tout le monde est rapidement convaincu que la robe était bleue. Peu importe la quantité de gens dans la salle, la quantité de messages que chaque personne doit envoyer reste toujours la même, et la réponse finale arrive toujours aussi vite. Cette manière de déterminer la réponse à une question, c'est la base du protocole de consensus Avalanche, et c'est aussi ce qui est utilisé pour Snowman. La différence entre les deux, donc, c'est qu'Avalanche a une structure de DAG et que Snowman a une structure de type blockchain. Grâce à cette fondation très solide, le protocole Avalanche a tous les avantages du consensus Nakamoto sans aucun de ses inconvénients. Et en prime, il est même résistant aux attaques à 51%. Alors je ne vais pas me plonger dans la technique puisque de toute façon ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais pour ceux qui le souhaitent, il y a toujours le livre blanc du protocole Avalanche qui est dans la description de la vidéo. En dernier, nous allons parler de la chaîne P. Celle-ci est pour l'instant la moins fréquentée des trois puisqu'elle ne sert qu'à coordonner l'activité des validateurs. Mais nous verrons prochainement cette chaîne devenir plus importante. Comme pour la X-Chain, il y aura bientôt des grands changements. En l'occurrence, il s'agit de la mise à jour intitulée Blueberry qui est prévue pour la fin de l'année 2021. Avec cette mise à jour, les gens auront la possibilité de créer des sous-réseaux, les fameux subnets mentionnés au début de cette vidéo. Ces sous-réseaux pourraient potentiellement permettre plein de choses comme un anonymat comparable à Monero, l'utilisation d'autres langages de programmation de Solidity, ou l'utilisation de techniques comme les zk-snarks et zk-starks utilisés sur Mina Protocol et Starkware. Tout cela se produirait sur des blockchains entièrement autonomes vis-à-vis des chaînes X, C et P. Mais il y aurait quand même un certain lien de parenté, si on peut dire ainsi, entre les trois chaînes principales d'Avalanche et toutes les autres blockchains faisant partie du réseau. Pourquoi est-ce que je dis ça comme ça? En fait, c'est parce que le réseau Avalanche est construit sur ce qu'on appelle le réseau principal, ou Primary Network. Ce réseau principal, ou réseau primaire si vous préférez, c'est en fait l'ensemble des validateurs qui valident des blocs quelque part sur l'écosystème Avalanche et qui coordonnent leurs activités avec la chaîne P. Sur cette chaîne P, ils disent s'ils sont actifs ou pas, s'ils déclarent la création ou la destruction de sous-réseaux, etc. La chaîne P, ça n'est en aucun cas un réseau créé pour des échanges financiers, c'est simplement un réseau qui est là pour faciliter l'organisation de l'écosystème Avalanche. Et les sous-réseaux, ce sont en fait des groupes de validateurs qui se sont mis d'accord pour valider des blocs sur un certain nombre de blockchains. Tout comme les gens peuvent être associés de plusieurs sociétés, les validateurs peuvent faire partie de plusieurs sous-réseaux, et tout comme les sociétés, les sous-réseaux peuvent parfois avoir des exigences particulières vis-à-vis de leurs associés. Par exemple, si un sous-réseau est créé pour valider des blocs sur une blockchain qui demande du matériel de pointe, ce sous-réseau pourrait être paramétré pour n'accepter que les candidatures de validateurs qui ont des serveurs très puissants. Il y aura aussi des sous-réseaux qui seront créés pour mettre en place une blockchain privée, auquel cas les seuls validateurs autorisés seront ceux dont l'identité sera validée par les créateurs du sous-réseau, etc.
Les sous-réseaux seront donc en quelque sorte la famille étendue des chaînes officielles d'Avalanche, les chaînes X, C et P. Certains validateurs ne participeront qu'à la validation des blocs sur ces 3 chaînes et d'autres valideront aussi les blocs sur des sous-réseaux. Avec ce système, on pourrait même avoir des structures innovantes, comme par exemple des communautés de validateurs qui se créent et qui offrent leurs services de validation à des nouveaux projets prometteurs par le biais d'un sous-réseau. Et puis, les sous-réseaux seront aussi un outil très utile, notamment aux grandes sociétés qui veulent avoir un réseau personnalisé pour une raison X ou Y et qui ont besoin de créer un réseau dans lequel les validateurs doivent respecter certaines exigences légales. Ce sera aussi un outil utile à n'importe quel petit développeur dans son garage qui a envie de tester le consensus Avalanche combiné à n'importe quelle autre machine virtuelle comme celle du Bitcoin ou de Polkadot ou quoi que ce soit d'autre. Enfin, ce sera aussi un outil utile à n'importe quel créateur de protocoles de finance décentralisés ou de jeux vidéo qui souhaite avoir un réseau à la fois rapide, décentralisé et facile d'accès pour ses clients, mais peut-être avec quelques spécificités qui l'empêchent d'utiliser un réseau existant comme la chaîne C. Bref, vous l'avez compris, Avax, c'est aussi une avalanche de nouvelles possibilités et d'innovations technologiques. Et en ce qui concerne la communauté, vous ne serez pas déçus. Déjà, il y a plein de projets natifs d'Avalanche qui sont brillants, comme Trader Joe et Pangolin, des plateformes d'échange décentralisées, Sherpa qui offre les mêmes possibilités que Tornado Cash mais sans vous déchirer le portefeuille au passage, Avalaunch qui est une plateforme de lancement de nouveaux projets, ou encore des systèmes de yield farming comme Yieldiac ou Cycle Finance. Mais ça n'est pas tout. Il y a aussi des géants qui sont venus sur Avalanche, comme AV, Curve, Cream ou encore AnySwap. La valeur totale des actifs dans les protocoles DeFi d'Avalanche s'élève aujourd'hui à 8,81 milliards selon DeFi Lama, ce qui est certes loin des 171 milliards d'Ethereum, mais quand même pas si petit que ça par rapport à des concurrents comme Solana, Phantom et Polygon qui sont respectivement à 13 milliards, 5 milliards et demi et 5 milliards tout court. Donc si vous aimez la DeFi, je vous conseille d'aller faire un tour sur DeFi Lama en sélectionnant l'onglet Avalanche. Si vous êtes développeur, sachez que vous avez non seulement un Discord qui sera rempli de professionnels prêts à vous aider, mais aussi qu'Avalabs et leurs partenaires viennent tout juste de lancer le fonds Blizzard, c'est-à-dire 200 millions de dollars qui sont destinés à financer de nouveaux projets sur Avalanche. Et les partenaires qui y participent ne sont pas des moindres comme vous pouvez le voir, donc vous aurez normalement tout ce qu'il vous faut pour vous lancer si vous avez une idée intéressante. Ensuite, pour les francophones spécifiquement, vous avez une communauté qui est aussi très vivante, que vous pouvez rejoindre sur Telegram avec Nicolas Lemaître, le gestionnaire de la communauté francophone, qui est certainement l'un des meilleurs CM que j'ai pu voir. J'espère donc vous voir prochainement arriver sur le groupe Telegram et donner à Avalanche l'importance que cette crypto mérite. Parce qu'elle a beau être une petite chaîne pour l'instant, elle a tout d'une grande.